Salut à tous, y'a pas que la street épisode 3, ravi de vous accueillir à nouveau sur les pages Facebook, YouTube de Samara Facilities qui parraine cette émission et de InScène Saint-Denis, la marque de territoire du 9-3 qui vise à mettre en valeur bien sûr ce cher département qu'est la Seine-Saint-Denis, mais aussi à bousculer les stéréotypes et les idées reçues, et c'est ce qu'on fait tout au long de nos émissions, après avoir parlé de l'histoire et de la mémoire en mars, après avoir parlé de sujets plus intimes comme les règles douloureuses. Aujourd'hui c'est beaucoup plus détente, vous le voyez, on est dans un studio de musique à Canal 93, donc on va parler de la musique, la fête de la musique approche, les beaux jours sont déjà là, et donc on va débattre aujourd'hui d'un thème qui honnêtement ne devrait pas être débattu de nos jours, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, sur le clash entre guillemets entre musique urbaine et musique grand public. Ça paraît bizarre puisque les musiques urbaines sont les plus écoutées et pourtant il y a encore des problèmes, notamment en termes de visibilité, en termes de démocratisation du rap et puis d'image également vis-à-vis des grands majors, des grands labels de musique. On est ici à Canal 93 avec nos invités prestigieux qui sont là à côté de moi. Je vais commencer juste à ma droite par Zaya Ziwani. Bien le bonjour. Bonjour. N'hésitez pas à prendre le micro d'ailleurs qui se trouve juste là. Vous êtes chef d'orchestre, fondatrice de l'orchestre Divertimento donc depuis 1998. Vous êtes en résidence permanente à Stein, d'où vous venez si je dis pas de bêtises. Vous avez grandi plutôt. Moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis à Pantin, mais voilà. Je passe beaucoup de temps à Stein en effet. Voilà, exactement, à Stein, au conservatoire de Stein. Et puis d'ailleurs au passage félicitations pour Roland Garros parce que j'ai vu quand même que vous avez avec votre orchestre interprété le Boléro de Ravel, hein, c'est bien ça, en amont de la finale masculine. C'était comment en deux mots comme émotion? C'était sportif à tous les sens du terme, mais c'était beau aussi. Et puis on était présent aussi la veille pour les finales dames, hein, parce que c'est important. Et puis moi mon souhait c'était aussi de ramener ces œuvres du grand répertoire avec de la danse très urbaine justement, donc on va en parler aujourd'hui de ces liens qu'on peut faire justement entre les cultures urbaines, la musique symphonique, et donc c'était l'exemple même de cette belle rencontre et j'ai été ravie d'avoir pu le montrer à grande échelle. C'est exactement le thème, donc c'est une parfaite introduction à notre épisode d'aujourd'hui. Juste à côté de vous, Lassana Diakité, bien le bonjour. Bonjour. Tout va bien? Très bien. PDG du label Nemesis Music que vous avez créé en 2014. Alors Nemesis ça parle peut-être pas forcément, mais Youssoupha, Que Black, NASA, MC Box, ça parle beaucoup plus je pense à ceux qui nous écoutent. Ça fait partie des artistes en tout cas que vous produisez. Ça correspond à quoi d'ailleurs un label de musique? Un label de musique c'est vraiment pour mettre en avant les artistes. C'est le label qui produit, c'est le label qui prend la charge de sortir tout ce qui est album, musique et de mettre en avant les artistes. Aujourd'hui, c'est le premier acteur, on va dire, pour un artiste. Eh ben, on va parler des musiques urbaines notamment avec vous. Et juste à côté de vous, Magali Fricodet, bien le bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, c'est peu de le dire, puisque vous êtes la directrice donc, de Canal 93, ici à Bobigny, au cœur de la Seine-Saint-Denis. En deux mots, c'est quoi Canal 93 ? Canal 93, c'est une scène de musiques actuelles, un lieu de musique qui a été créé à l'initiative de la ville de Bobigny il y a maintenant plus de 20 ans. Qui répondait à une demande d'un certain nombre d'artistes, surtout situés à Bobigny, en particulier à la cité Paul-Éluard, qui s'appelait le consortium de Paul-Éluard, qui avait initié une démarche de hip-hop, notamment autour du festival XXL, premier festival de hip-hop qui s'est tenu à Bobigny de 1997 à 2003. En tout cas, un très beau lieu avec à la fois une grande salle de spectacle et puis des studios comme celui dans lequel nous sommes actuellement. Vous voyez les instruments juste derrière nous. En tout cas, c'est un très beau lieu et merci encore une fois de nous accueillir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bien sûr, ça nourrit la discussion via les réseaux, via Facebook, YouTube notamment. On publiera plusieurs extraits en plus de l'intégralité de cette discussion dans les jours à venir. Commençons tout de suite par cette première question concernant les musiques urbaines. Je mets de grandes guillemets parce que c'est toujours une conception un petit peu vague, un petit peu vaste, mais on va le préciser tout de suite. Les musiques urbaines, notamment le rap, le hip-hop, sont populaires. Ça, c'est indéniable aujourd'hui. Et pourtant, il y a une forme de déconsidération persistante. Les musiques urbaines sont au firmament. Il suffit de voir les classements des plateformes de streaming comme Spotify, comme Deezer, pour voir que dans le top 10 2022, par exemple, on a Jul, on a Nino, on a d'autres artistes, Damso notamment, qui trustent les charts, comme on le dit. Tout d'abord, là, Sadia Kité, je vais me tourner vers vous pour cette première question. Comment expliquer justement que le rap soit aussi haut en termes d'écoute aujourd'hui, en 2023 ?
C'est une musique populaire. C'est une musique qui touche la jeunesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est plateforme, tout ce qui est concert, événement, c'est la jeunesse qui en premier lieu va dessus. Mais cette popularité, aujourd'hui, cette année, on fête les 50 ans du hip-hop. Et cette popularité, on la voit par l'attractivité de tous les artistes qui viennent de partout, en fait. Si on développe aujourd'hui les cultures dites urbaines, touchent tout le monde, touchent toutes les nationalités, toutes les races, tout le monde est touché par cette musique. Donc c'est pas un marché, on va dire, clivant. C'est vraiment un marché qui est pas forcément que dans toutes les cités, mais dans toutes les grandes villes. Donc aujourd'hui, moi, que le rap soit devenu la musique la plus écoutée en France, pas que ça m'étonne pas, mais voilà, c'est un peu le travail de beaucoup d'années, mais c'est aussi un peu la jeunesse française, en fait, va vers cette musique qui est devenue par sa qualité aussi, parce que la qualité aide beaucoup, qui est devenue populaire. Donc effectivement, c'est devenu populaire. Magali Fricodet, je me tourne vers vous justement en termes de programmation dans une salle comme ici le Canal 93. Quelle place occupe, alors vous êtes plutôt spécialisé musique urbaine, mais quelle place occupe le rap? J'imagine qu'effectivement il y a une forte demande pour ce style-là de musique en particulier. Oui, effectivement. Alors déjà, on est un lieu de diffusion de concerts, mais on est aussi un lieu de création. Et Canal 93, c'est un lieu qui effectivement a permis d'accueillir beaucoup de projets d'artistes en résidence. Et un gros festival qui s'appelait Terre Hip Hop. Dans les années 2010, et je pense qu'il a été le premier à avoir un peu l'audace d'accueillir des concerts de hip-hop quand tout le monde se disait oh là là, le public du hip-hop, ils osaient pas trop, quoi. Donc on est un lieu de création et évidemment on diffuse, on fait des concerts de hip-hop, sachant qu'on est une salle qui reste un établissement public avec des moyens qui sont assez restreints aussi, et que l'industrie musicale, surtout dans le domaine du hip-hop, peut être parfois assez vorace parce qu'il y a quand même des grands majors et finalement il n'y a pas vraiment de palier entre un artiste émergent et tout de suite une grande scène comme l'Arena, le Zénith. Donc on essaye d'être ce lieu où se produisent des artistes hip-hop émergents. Ça a été le cas d'un jeune artiste de Bobigny qui s'appelle Wavy, qui est en train de cartonner, qui a fait son premier concert le 12 mai ici, avec, je pense, une nouvelle vague du hip-hop très marquée par l'afrobeat notamment, et de nouveaux rythmes, je dirais plutôt d'Afrique centrale, qui sont mélangés, parce que lui, il a aussi cette culture musicale-là. C'est un garçon qui est allé au conservatoire, donc Wavy, très, très, très chouette, qui a fait salle comble, avec beaucoup de jeunes sans passe culture. On a aussi reçu Medine ou des gens beaucoup plus, on va dire, reconnus maintenant. Pareil, salle comble. Par contre, on essaye quand même de ne pas faire que du hip-hop parce qu'on n'a pas envie d'enfermer les gens parce qu'on serait en banlieue dans cette esthétique-là. Et justement, on en reparlera dans la deuxième partie de cet enfermement. On est aussi assez éclectique sur d'autres programmations, plutôt en lien avec, je dirais, pour encore utiliser un mot valise comme culture urbaine, la world music. Voilà. Justement, vous parlez de world music et on parle aussi de l'afro. C'est vrai que l'afro prend de plus en plus d'ampleur également dans les musiques urbaines. Comment expliquer, je ne sais pas lequel de vous trois veut intervenir là-dessus, que justement il y ait ce mélange-là entre le rap, le hip-hop et puis l'afro? On voit des artistes comme Burna Boy par exemple exploser au plus haut niveau, et ça aussi, ça renforce finalement les musiques dites urbaines. Il y a un truc avec... On va passer toute l'émission à dire musique dite urbaine, parce que je pense qu'on a tous quand même aussi ce problème avec cette nomination. Mais il y a un truc avec le rap, c'est que ça contient beaucoup de styles musicaux. Donc, comment dire, aujourd'hui, c'est l'afro. Il y a un an, c'était la trappe. Voilà, ça referme beaucoup de styles. Et il y a un truc aussi, c'est qu'on a tous cette base qui n'est pas forcément codée, entre guillemets, c'est de la musique. On fait de la musique, après, on a des sensations. Aujourd'hui, la sensation, elle est un peu plus afro. Demain, un peu plus cette musique latino. Ça change énormément. Après, on a la base hip-hop, mais ce qu'on aime faire par-dessus tout, c'est de la musique.
donc on aime le développer. Moi, je bosse avec des artistes qui vont plus dans tout ce qui est symphonie, qui vont plus dans tout ce qui est pop. Voilà, on développe beaucoup de styles. Après, il y a des choses qui marchent un peu plus, il y a des choses qui mettent un peu plus de temps à arriver. C'est vrai que l'afro, ça fait quand même plus de 10 ans que c'est une musique qui se développe énormément. Et ça fait peut-être 2-3 ans que c'est vraiment devenu, là j'ai envie de dire maintenant mondial. Ouais, c'est passé de la world music, comme on dit dans le temps, à vraiment de la pop, hein, tout simplement. Exactement, donc, mais nous, en tout cas avec mes associés, on travaille beaucoup en Afrique et l'afro, c'est vraiment, ça fait plus de 10 ans que c'est une musique qui est grave développée, qu'il y a des sonorités qui ont été reprises du rap, mais le développement aujourd'hui se fait aujourd'hui, demain ça sera autre chose. Voilà. Ce qui est bien avec la musique dite hip-hop, c'est qu'on arrive à se renouveler vraiment tout le temps. Effectivement, et au-delà du rap, notamment du hip-hop, on voit que les cultures urbaines, dans le sens plus large, sont bankable. On parlait de la musique, on peut même parler aussi du street art, par exemple, qui est de plus en plus répandu. En préparant cette émission, j'ai vu qu'il y avait des expos street art dans le Lot, dans le Loiret, dans le Morbihan, par exemple. Bref, c'est pas seulement un phénomène qui reste dans nos quartiers. Le breakdance, par exemple, qui va apparaître aux Jeux Olympiques de Paris dans un an. Et justement, Zaziwani, vous qui, en plus, je sais que vous avez des projets par rapport aux Jeux Olympiques de Paris. Sur cette culture urbaine un peu bankable, même si je sais que c'est pas votre domaine, parce que vous êtes plutôt la musique classique a priori, mais quel regard portez-vous justement sur cette popularité des cultures urbaines d'une manière générale ? Oui, alors c'est vrai que pour ma part, on parle de musique classique. Alors au même titre, je ne suis pas très à l'aise que vous ne l'êtes avec les musiques urbaines, parce que quelque part, moi, cette musique classique, j'en fais aussi une musique urbaine. Alors, classique, c'est tout sauf classique. En fait, c'est une musique. Alors moi, je parle plus de musique symphonique parce que je dirige un orchestre. Et moi, j'aime bien justement montrer que... Alors, tout à l'heure, vous parliez très justement de sensations, de musique. Et en fait, c'est ça aussi qui m'anime. Alors moi, ce que j'ai envie, c'est justement de partager cette puissance que l'orchestre symphonique peut apporter avec tous les publics. Et donc, c'est pour ça que alors moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai parcouru aussi le monde en dirigeant plein d'orchestres partout, j'ai créé le mien qui s'appelle Orchestre Divertimento, et ça a été un vrai choix, et le premier choix d'ailleurs que j'ai fait, ça a été d'installer cet orchestre dans ce département où j'ai grandi, parce que je me rendais compte quand j'étais jeune que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait découvrir la musique, mais que pour découvrir cette puissance de la musique, j'allais voir des concerts à Paris. Et donc je me suis dit, il faut que en fait, les habitants de ce département, là où j'ai grandi, on puisse aussi avoir accès au beau, à la puissance de la musique, à son énergie. Et franchement, quand vous êtes face à un orchestre symphonique, comme disent les jeunes, ça envoie aussi les watts et ça n'a rien à envier au si on dit rock. encore, ça va envoyer les watts de nos jours quand même. Je pose la question. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, ça a autant d'énergie, la même énergie dont parlait la scène à l'instant. Et donc, moi, c'est ça que j'essaye justement de permettre. Et donc, de faire en sorte qu'elle ne vive pas que cette musique symphonique que dans les grands lieux de concert, les grandes salles de concert, mais aussi dans des quartiers populaires, dans des salles de proximité, en milieu rural, en milieu carcéral, en milieu hospitalier, et de faire en sorte que cette musique, elle vienne populaire, mais dans le sens beau du terme. Alors ça va prendre du temps, mais moi je vois que là aujourd'hui, en effet, je suis en résidence à Stein, on joue à Clichy-sous-Bois, à Sevran, à Tremblay-en-France, à Montfermeil, on se dit tiens, c'est pas des lieux qui nous font rêver de musique classique. Oui, et pour autant, c'est des salles où c'est rempli tout le temps. À Stein, parfois on joue 3-4 soirs de suite. C'est rempli avec des personnes qui habitent le département, qui sont issues de toutes les diversités du département, social, culturel, intergénérationnel. Donc en fait, je pense que c'est par ce contact avec le public aussi qu'on arrivera petit à petit à la rendre... Alors j'espère un jour aussi populaire que l'est le rap ou l'autre, mais j'en suis assez convaincue. Et je pense, alors j'espère arriver un petit peu à répondre à votre question. Je ne suis pas une sociologue de la musique, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que... En fait, les jeunes aujourd'hui, ils ont aussi envie de pouvoir s'identifier à des artistes, voir des artistes qui leur ressemblent. Et c'est vrai que dans le milieu du rap, ils voient des jeunes de plein de parcours différents, des origines sociales, culturelles qui sont les leurs et qu'il n'y a pas dans la musique symphonique. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu peut-être autant de distance entre ce type de musique. Et moi, j'essaie de montrer que oui, une jeune fille qui a grandi en Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Zaya, elle peut devenir chef d'orchestre. Alors, c'est pas tous les jours facile, il y a encore beaucoup de chemin, mais quand justement on arrivera à faire en sorte d'avoir autant cette diversité sociale et culturelle dans les orchestres, dans les chefs d'orchestre, dans les grands solistes de la musique symphonique, elle deviendra aussi populaire que les autres musiques, ça j'en suis convaincue.
On reviendra un peu sur votre parcours plus en détail tout à l'heure, mais c'est vrai que sur cette démocratisation, effectivement, il s'identifie un peu plus peut-être à des rappeurs. Donc on disait que le rap est très populaire aujourd'hui, les écoutes sont là, Spotify, Deezer, etc. Et pourtant, il y a un exemple symptomatique de ce manque de reconnaissance du hip-hop, du rap en général, ce sont les cérémonies de récompense. Vous connaissez les victoires de la musique qui sont décernées chaque année aux meilleurs artistes français, même francophones, de manière plus générale, mais l'histoire des victoires de la musique avec les musiques dites urbaines est extrêmement contrastée. Petit quiz d'ailleurs pour tous les trois, savez-vous qui a remporté la victoire de la musique de l'album rap en 1999 ? Franchement, la réponse n'est pas évidente, je vais vous dire très honnêtement. C'est Mano, non? Exactement, c'est Mano, le groupe breton Mano qui avait sorti ce tube, on s'en souvient, la tribu de Dana, hein, pour les plus jeunes peut-être qui eux n'ont pas connu cette époque-là en 1998. Mais Mano quand même faisait face à NTM, MC Solar et Stomy Bugsy. Donc ça paraît quand même assez incroyable que Mano, et d'ailleurs eux-mêmes étaient montés sur la scène en disant en gros on n'est pas dans la merde, pour reprendre leur expression, parce que justement c'était pas du tout représentatif de la scène rap, en tout cas de l'époque. Mais tout ça pour dire que depuis, les victoires de la musique ont eu beaucoup de mal à se distinguer. Ils ont tenté de créer des catégories, de refaire des catégories, rap, raga, reggae, hip-hop, etc., jusqu'à la disparition pure et simple de cette catégorie musique urbaine en 2020, profitant un peu du confinement pour réduire le nombre de catégories aussi au passage. Selon vous, je ne sais pas lequel de vous trois va intervenir là-dessus, mais qu'est-ce qui cloche justement dans la prise en compte de ces styles de musique-là dans un moment grand public comme les victoires de la musique? Là, ça a déjà quitté peut-être, ou Magali Frigodet. Non, moi, peut-être mon regard, c'est peut-être le côté subversif, tout simplement. C'est une musique de contestation, elle est née dans un contexte social, et ça dit des choses qui plaisent pas au départ, parce qu'après quand on voit aujourd'hui le parcours où finalement on commence en faisant du rap et puis on va souvent de plus en plus vers la variété, il n'y a qu'à voir Maître Gims, enfin je dis la variété, c'est pas péjoratif, mais la variété quoi. Donc voilà, et de toute façon toute l'histoire de toutes les musiques est subversive, enfin Woodstock, voilà, le rock, voilà, par définition la musique est un phénomène de la jeunesse, des jeunesses, est subversif. Et donc voilà, moi je pense que c'est surtout ça. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que Canal avait été poursuivi par le procureur en 2004 après l'enregistrement d'un album pour, je crois, incitation à l'outrage et rébellion. Parce qu'il y avait Canal 93. Canal 93. Pas Canal Plus. Non. Et bon, on a fait jurisprudence, hein, on a gagné au nom de la liberté d'expression le fait que, parce que la ville de Bobigny a été poursuivie pour encourager, justement par le gouvernement de l'époque, je crois que c'était de Villepin, avec Monsieur Sarkozy, je crois qu'il était ministre de l'Intérieur. Donc voilà, ils ont été ils voulaient condamner la ville de Bobigny pour avoir encouragé aux violences policières. Et donc la ville a gagné au nom de la liberté d'expression. Ça fait aussi plaisir, je pense, parfois d'avoir une reconnaissance aussi large de la liberté d'expression qui va aussi dans ce sens-là. Voilà, ça c'est mon analyse. Est-ce que vous avez quel est votre regard là-dessus? Vous avez peut-être l'un de vous deux? Oui, après moi je pense, alors je connais pas assez bien l'organisation des victoires, mais alors c'est vrai que je suis d'accord avec vous, il y a peut-être beaucoup de courants musicaux qui manquent aussi de représentation, et particulièrement les musiques urbaines. Mais après je pense aussi, moi en faisant peut-être le parallèle avec l'univers symphonique, que c'est aussi des milieux qui ont du mal à bouger, parce que encore aujourd'hui, alors je parle d'expérience par rapport à la musique classique et symphonique, c'est qu'aussi c'est le même profil de personnes qui sont à la tête de ces institutions. Donc aujourd'hui on parle beaucoup de la diversité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Bon bah voilà, dans le milieu symphonique ça a beaucoup de mal à bouger, parce qu'aujourd'hui la plupart des institutions musicales en France, elles sont dirigées par les mêmes catégories de personnes qui sont des hommes, voilà, plutôt entre 50 et 60 ans. Et parfois, quand moi je me retrouve dans des réunions avec d'autres homologues ou des directeurs d'institutions de musique symphonique, autour de la table, je suis souvent la seule femme, la seule personne qui a moins de 50 ans, la seule qui n'a pas un nom à particules. Donc ça montre que voilà, il n'y a pas de diversité. Donc tant qu'on n'aura pas cette diversité-là à tous les sens du terme, il n'y aura pas de nouvelles approches, et donc forcément on continuera à entretenir soit ces inégalités, soit ces manques de représentation, parce que voilà, on a toujours les mêmes personnes. Donc ça manque en effet, je pense, peut-être d'inventivité dans ces milieux-là, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des nouvelles approches qui rentrent.
Et face à ce problème justement de représentation, notamment dans les instances, une cérémonie a vu le jour en cette année 2023. C'est la cérémonie des Flammes qui a fait beaucoup parler, organisée par pas mal de médias liés au rap game, comme Bouscapé par exemple. Et leur idée, c'était justement de dire que les victoires de la musique ne les représentaient pas, donc ils allaient créer leur propre cérémonie de récompense pour décerner des prix pour tout ce qui concerne le rap, le hip-hop d'une manière plus générale. Nassim Diakité, qu'est-ce que vous pensez des Flammes ? Je ne parle pas de la cérémonie elle-même, mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de faire une cérémonie à part pour la musique urbaine ? Moi, je vais un peu aller dans les deux sens. Je pense que il faut pas. C'est bien. En fait, quand je dis c'est bien, c'est l'initiative. L'initiative, n'importe quelle initiative pour moi qui emmène à quelque chose, c'est bien. Il faut pas dénigrer le fait de vouloir faire on va dire une opération pour le hip-hop. Après, je pense qu'il faut peut-être pas aussi aller il faut pas le faire pour contrer quelque chose d'autre. En fait, il faut le faire parce qu'on en a besoin. On a besoin d'une cérémonie il y a de la place pour plusieurs cérémonies. On peut faire pour le rap, pour le reggae, et aussi pour la musique classique pour ce que vous d'ailleurs. voulez, pour la musique classique, etc. Bien sûr. Mais je pense pas qu'il faut le faire pour le bien de notre musique qu'on représente, mais pas dire on le fait parce que là-bas on nous respecte pas. Je pense que je prends un peu sur les deux réponses. Il y a un problème de message, effectivement. Je pense qu'on a peur du message que le rap peut donner. Après, c'est comme le rock, qui était une musique très très subversive aussi d'ailleurs. Oui, oui, et le rap l'est de la même chose, mais après on n'a pas encore une fois, on n'a pas les mêmes représentants. On a un problème de représentation aujourd'hui dans le rap parce que je travaille avec des maisons de disques ou avec des labels indépendants. On a du mal à être représenté parce qu'il y a aussi un système qui reste, je dirais, vieux, qui reste très qui sécurise beaucoup en fait. Voilà, encore une fois, le rap vient des quartiers et c'est pas une musique qui a forcément des codes. Moi, j'ai appris à faire mon métier en le faisant. J'ai pas appris à l'école ou autre. Donc, chez nous, il y a des talents de tous les côtés. Donc, pour revenir sur les cérémonies, les Flammes, c'est très bien. Et moi, s'il faut les pousser à ce qu'ils continuent, il en faut. Après, je pense pas que le meilleur des combats, ça soit de combattre quelqu'un d'autre. Le meilleur des combats, c'est de combattre les a priori qu'il y a sur la musique urbaine et sur ce qui est le message que diffuse cette musique. Mais il peut y avoir les victoires de la musique avec des bonnes nominations, entre guillemets, comme il peut y avoir les Flammes à côté. Tout peut être fait. Aujourd'hui, dans la musique hip-hop, il y a de tout. Il y a de tout comme musique, il y a de tout comme artiste, il y a de tout comme personnage. On a vraiment une culture qui est très très large. Donc on peut pas, nous on veut rentrer dans des codes, mais on peut pas rentrer dans des codes. On le disait tout à l'heure, il y a du trap, il y a de la musique afro, on est vraiment une culture très vaste. Donc on peut pas rentrer dans des codes précis. On aimerait bien. Je pense que ça ferait plaisir et encore, j'allais dire, je pense que ça ferait plaisir qu'on ait les bons gagnants, entre guillemets, aux victoires de la musique, mais on est tellement large qu'on n'aura jamais les bons gagnants. Et justement, vous parlez de code à l'instant. Est-ce que c'est pas ça finalement la contradiction à chaque fois ? C'est-à-dire que quand un artiste rap émerge, il sort du côté underground, il devient populaire. Après, on dit parfois, oui, mais il fait des sons trop commerciaux. Alors souvent, c'est ce qu'on disait à l'époque. Ah oui, des sons qui sont faits pour la radio. On parlait de Maître Gims, on parlait de Soprano, des artistes comme ça qui sont sortis justement de là pour devenir des artistes grand public et très connus bien au-delà de nos quartiers.
Mais est-ce que cette contradiction-là, justement, c'est pas le problème? On se dit, ah oui, on veut plaire au grand public, mais en même temps, une fois qu'on plaît au grand public, et ben, on sort un peu du rap game, en quelque sorte. Ouais, mais ça, c'est ça que je dis, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. C'est ça le problème, c'est que la musique des quartiers veut rester la musique des quartiers. Quand un artiste fait de la variette, on veut qu'il reste musique des... En fait, il faut pas, au contraire, il faut tout pour faire le rap, et il y a beaucoup de choses, donc... c'est pour ça que c'est devenu la musique la plus écoutée aujourd'hui en France, parce que encore une fois elle reste très large, donc on peut pas dire si la musique restait que dans les quartiers, on n'aurait pas cette portée médiatique. Aujourd'hui la musique des artistes comme Maître Gims, eh ben, ils arrivent à faire des plateaux télé sur TF1, eh ben, c'est très bien, et tu as des artistes comme Wave qui fait des plateaux à Canal 93, eh ben, c'est très bien. En fait, on est vraiment beaucoup représenté. Et le problème quand on est beaucoup représenté, c'est que tout le monde n'est pas satisfait. Il y en a qui voudraient garder leur musique pour eux et dire que c'est ma musique. Et il y en a qui veulent l'expandre un peu partout dans le monde. Moi, avec mes artistes, on tourne partout dans le monde, et au contraire, ça fait plaisir. Si ça serait resté une musique de quartier, eh ben, ça fait plaisir quand on est allé avec Youssoupha en Colombie faire un concert pour les jeunes de quartier, et ça nous a permis de parler de la culture française et parler du rap français. Et voilà, si on serait resté dans notre quartier, eh ben, on n'aurait pas eu ce truc d'exporter la musique française un peu partout dans le monde. Donc ça va être très dur de faire plaisir à tout le monde. Il faut juste que tout le monde comprenne que plus il y en a, et plus on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Et d'ailleurs, à propos de ça, il y a un rapport de l'ARCOM qui disait que le rap aidait justement à promouvoir même la langue française à l'international, parce que c'est la musique la plus écoutée dans la francophonie, pas seulement en France, mais en Belgique, en Suisse et puis en Afrique francophone également. En tout cas, si vous êtes d'accord, ou que vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs, vous pouvez réagir bien sûr dans les commentaires sur Facebook, sur YouTube notamment, pour réagir à ce que témoignent en tout cas nos invités ici présents, Zaya Ziwani, Lassana Diakité et Madame Frécaudet Magali de son prénom, ici présente à Canal 93. On va passer à la deuxième partie de cette émission. On a parlé du rap qui est certes populaire, mais qui parfois a du mal à percer dans le côté grand public, ou du moins dans le côté représentation. Maintenant, on va prendre un peu le schéma inverse en quelque sorte. On va parler des musiques grand public qui ont parfois du mal aussi à être considérées dans nos quartiers. On va prendre l'exemple de la musique classique aussi dans quelques instants. Certains clichés restent très ancrés. Je prends pour exemple le témoignage de Nassouf Siaka, qui est un adolescent d'Atis Mons, qui est devenu une star sur TikTok. Alors moi, c'est avec TikTok, ça me parle pas beaucoup. Hein. Je rappe pas mal avec TikTok. Mais en tout cas, il est devenu une star grâce à ses vidéos sur TikTok. Et il dit dans une interview récemment, je cite, hein, chez nous, il n'y avait que le rap et le foot. Quand j'avais des idées d'autres projets, les autres se moquaient, j'avais un peu honte. C'est quand même un constat qui interpelle. Dans ce qu'il raconte là, on a l'impression que finalement, à part le foot, le rap, il ne pouvait pas s'exprimer d'une autre manière, culturellement parlant en tout cas. Est-ce que vous, Zaya Ziwani, vous constatez ça parfois chez les jeunes qui arrivent dans votre conservatoire, par exemple, qui ne sont pas encore sûrs d'aller vers le conservatoire ou vers des styles de musique, on va dire, moins traditionnels dans nos quartiers, si vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors après, déjà de venir à la musique, c'est une démarche qui est loin d'être acquise et qui est loin d'être gagnée. Donc il faut aller justement à leur rencontre, leur donner envie d'aimer la musique. Alors moi, pendant longtemps, j'ai été directrice du conservatoire de Stein. Après, j'ai voulu avoir plus de temps pour m'exprimer en tant qu'artiste, mais surtout avoir cette démarche de ramener cette musique, cette grande musique symphonique partout. Voilà, en pleine campagne, dans les grandes salles de concert et ailleurs. Et en fait, je pense que c'est aussi parce que, alors tout à l'heure, Lassana disait, il n'y a pas qu'une seule façon de faire du rap, il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la musique symphonique. Et je pense que c'est important, au même titre que dans le monde du rap, des cultures urbaines, c'est tellement large qu'en fait, chacun trouve sa place. Et puis après, il faut accepter la place où l'on est, tout simplement, ne jamais faire de concessions avec ses choix artistiques et tout simplement les assumer. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui décident de diriger tous les ans à Berlin, Tokyo, New York. Bon, je l'ai aussi fait, mais moi, j'aime bien aussi me dire que je donne du sens à mon travail de chef d'orchestre et de dire que cette musique-là, on va la partager au plus grand nombre. Alors, c'est vrai que
il y en a certains qui ne voient pas plus loin que peut-être des opportunités réduites comme le foot ou le rap, mais parce que c'est aussi les seules opportunités qu'on leur a offertes parfois. Et qu'aujourd'hui, je trouve que dans la culture notamment, qui est en France, on a la chance d'avoir aussi un système où il y a beaucoup de financement public qui finance la musique. Et ben, c'est aussi important de dire il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'argent qui soit fait pour quelques personnes qui vont écouter de la musique symphonique ou de l'opéra. Et qu'à côté de ça, il y a des millions de gens qui sont exclus de ça pour plein de raisons. Et aujourd'hui, quand vous habitez un quartier de Stein, c'est pas toujours évident d'aller en plein Paris le soir pour aller voir des concerts. Vous pouvez y aller, mais pas forcément rentrer. On a des problèmes de mobilité, de sécurité, de transport. Et tous ces sujets-là, en fait, ne sont pas traités. Donc tant que ça ne sera pas traité, on aura toujours ces mêmes problématiques-là, en fait. C'est pour ça que plutôt que toujours d'attendre que les gens aillent vers la musique ou vers les salles de concert, je pense que nous, on a tous une responsabilité, quand je dis tous, les collectivités, les pouvoirs publics, les salles de concert, les artistes aussi. Et moi, je prends ma part de responsabilité d'aller et de faire aussi ce chemin-là. C'est dans les deux sens, c'est d'aller d'abord vers les publics et après leur dire, maintenant que vous aimez la musique, vous êtes rassurés, que c'est une musique qui vous plaît, on fait la démarche ensemble, y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois dans les salles de concert, à côté de chez eux, ailleurs, et après qu'ils s'en emparent pour y aller. Donc, moi, je vois plein de jeunes qui viennent intégrer aujourd'hui mon académie. Donc, c'est l'Académie Divertimento. C'est une académie où on forme des jeunes à pratiquer la musique symphonique. Et parfois, nous, on les challenge un peu pour les amener à jouer au sein de leur orchestre professionnel. Pas dans des concerts confidentiels où on se dirait, tiens, on va jouer à Stein ou à Clichy-sous-Bois, un petit peu caché du monde musical. Non, on les emmène jouer à la Philharmonie de Paris, à la Scène musicale, à l'Élysée, dans des grands lieux, pour que justement, ils se sentent eux-mêmes capables d'honorer ces grands enjeux, ces grandes ambitions, et puis montrer aussi au monde musical que c'est des jeunes qui ont du potentiel. Alors certains vont devenir musiciens professionnels, d'autres pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que leur passage par la musique les amène aussi à développer un potentiel, prendre conscience qu'ils ont un potentiel, le développer, leur donner confiance et réussir leur parcours. Et je pense que la musique, elle doit aussi servir à ça, et pas juste de se dire des Mbappé en foot, il y en aura peut-être qu'un dans ce siècle, des Mozart, il y en a eu qu'un seul au 19e siècle. Il faut que chacun trouve sa place et que la musique, elle puisse prendre sa place auprès de tout le monde et que chacun a une place différente. Et donc du coup, moi, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours et de faire aussi cette démarche d'y aller. Et je trouve que c'est important, pas simplement que d'attendre des gens de s'ouvrir. Et aujourd'hui, peut-être que si certains ne voient un avenir que dans le foot ou le rap, c'est aussi parce que peut-être on leur a permis que de rêver à ça. Et qu'il faut que, et en termes de représentation, et en termes d'offres artistiques, c'est comme, je vais faire une analogie peut-être un peu basique, mais quand vous prenez pour commander chez Uber Eats, vous n'avez pas les mêmes propositions quand vous êtes à Clichy-sous-Bois ou dans le 8e arrondissement. Et en musique, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup du pass culture, d'autres choses. En même temps, si dans le territoire où vous habitez, vous n'avez pas de concert, ou les seuls concerts que vous avez, c'est que dans un style de musique, ou alors même pas du tout, forcément, à un moment donné, vous pensez qu'il n'y a que ça, que vous méritez que ça. Non, c'est pas à nous de décider à la place des autres ce qu'ils ont le droit d'écouter, mais à nous, au contraire, d'investir les territoires pour qu'il y ait des super beaux concerts de rap, de toutes les musiques qui existent, de musique classique, de musique symphonique. Et quand je dis qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire la musique en France, pendant longtemps, pour la musique classique, on pensait qu'on réussissait en dirigeant à l'Opéra de Paris ou à la Salle Pleyel ou à la Philharmonie de Paris. Moi, je réussis en faisant ça aussi, mais j'estime réussir autant en amenant cette musique partout. Et pour moi, c'est une autre façon de faire de la musique qui a tout autant sa valeur, en fait. Amener la musique partout, je ne sais pas si l'un de vous deux veut réagir. Peut-être Magali Fricaudet, sur cette dimension-là, justement. Oui, moi j'avoue déjà le grand public je sais pas vraiment ce que c'est parce qu'en fait la musique elle est traversée par toutes les contradictions de notre société. Il y a rien de plus, il y a des fanbases, donc il y a rien de plus communautaire quelque part que la musique finalement, dans le sens où il y a des musiques de génération, il y a toujours la guerre de génération même dans le rap, les anciens, les nouveaux, donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire aussi c'est vrai que il y a des musiques où il y aurait du rap en Seine-Saint-Denis, et c'est assez difficile aussi de sortir de ça et d'aller susciter la curiosité, de remplir une salle à Bobigny, comme tu le disais, Zaya. Comme vous le disiez, il y a effectivement la difficulté d'accessibilité, de faire venir le public parisien. Donc en fait, c'est beaucoup de travail qu'on appelle de l'action culturelle, de la médiation, qui demande beaucoup de moyens aujourd'hui, où ça se réduit, on ne va pas se dire le contraire, ça se réduit beaucoup les moyens pour porter ces actions-là. On
on continue à aller dans les écoles, porter des projets de résidence à l'école. On ouvre évidemment notre programmation. Et voilà. Mais j'ai aussi envie de dire une musique qui me semble être devenue grand public. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de faire se croiser les publics, comme vous le disiez, Zaya, que vous faites, Astin. Et là, je voudrais revenir, pour moi, c'est le rail. Le rail, il y a eu quand même, là-dessus, il y a une web-série de Hadj Samer sur Arte TV qui est assez super là-dessus, qui est un jeune qui, justement, revient sur l'histoire du rail, qui a émergé dans les années 90, qui est resté pendant une dizaine d'années. Il y a eu à mon avis, qui est devenu une vraie musique de grand public. Aujourd'hui, tout le monde danse ça dans les mariages. Il y a eu le fameux concert 1, 2, 3 Soleil. Et le R&B aussi. Et le R&B. Enfin, voilà, c'est... Et pour moi, j'ai envie de dire que ce territoire de la Seine-Saint-Denis, parce que le premier concert de rail, c'était en 86 à la MC 93. Ah oui. Après le voyage en Algérie d'un producteur qui habite à Montreuil, qui s'appelle Martin Messonnier, qui a aussi été le producteur français de Fela Kuti. Et qui témoigne de toute cette histoire. C'est pour ça qu'on pourrait faire une série de ce podcast qui serait très longue sur l'histoire des musiques en Seine-Saint-Denis, parce que en 86, il y a un concert de rail à Bobigny qui est le premier, et tout d'un coup, petit à petit, cette musique du rail devient une musique très très populaire, et aujourd'hui ça fait partie de l'histoire de France, donc de l'histoire des musiques françaises. Donc j'ai envie de regarder aussi comment est-ce qu'on peut attirer aussi le regard sur tout ce qui se crée aujourd'hui sur ce territoire et qui met du temps à devenir une musique populaire, mais voilà, peut-être le soutenir aussi parce que le grand public, c'est pas forcément... ça va dans tous les sens, qu'on va dire. Ouais. J'ai aussi envie de penser, si je suis pas trop longue, à quelqu'un qui a réussi à faire ce pari du grand public dans les fin des années 70-80, qui venait aussi de Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Mamadou Konté, qui avait monté à l'époque Africa Fête, premier festival des musiques africaines qui a été créé au départ. Lui, c'est un résident du foyer de Pierrefitte, un militant des travailleurs immigrés, et notamment des conditions de logement. Et il a créé, avec d'autres militants dans la fin des années 70, un mouvement qui s'appelait Africa Fête pour soutenir notamment des actions qui dénonçaient le néocolonialisme dans certains pays, soutenir certains projets aussi dans les foyers et en Afrique de l'Ouest. Et en fait, il faisait des trucs super. À la grande halle de Pantin à l'époque, il y avait Nougaro qui venait avec à l'époque Touré Kunda qui habitait d'ailleurs à Montreuil. Et voilà, lui, en tout cas, ce type de démarche-là a brassé un public très large, je pense. Donc il y a aussi d'organiser des initiatives comme ça où on arrive à mélanger les musiques pour mélanger les publics et créer du grand public. Et c'est vrai qu'à force d'initiative, et c'est ce que je comprends à travers ce que vous dites, à force d'initiative, ça peut permettre justement d'amener certains types de musique. Le rail, c'est un bon exemple effectivement d'une musique qui était confidentielle autrefois et qui est devenue extrêmement populaire à partir des années 90-2000. Je voudrais qu'on s'arrête également sur des possibilités de mélange entre musique urbaine et musique, on va dire, plus grand public ou même musique classique. Et je prends pour exemple le hip-hop symphonique qui est organisé chaque année par Radio France. Je crois qu'ils ont fait 6 ou 7 éditions déjà, et ça se passe à la Maison de la Radio, si je ne dis pas de bêtises. Oui, la Maison de la Radio et de la musique, comme on l'appelle aujourd'hui. La question, c'est pourquoi il n'y aurait pas plus d'initiatives de ce style-là, plus d'initiatives de concerts, de festivals, mélangeant justement, par exemple, les musiques urbaines avec la musique classique ou avec d'autres types de musique. Je ne sais pas lequel de vous trois verrez déjà, peut-être Zaya. Oui, il faut. Après, dans ce programme hip-hop symphonique, ça reste du hip-hop avec un orchestre symphonique derrière. Moi, je pense qu'il faut même aller encore plus loin, c'est-à-dire arriver à montrer en fait une rencontre tous les musiciens qui viennent du hip-hop. Alors, moi, ces derniers temps, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec des personnalités. J'aurais jamais cru un jour rencontrer Youssoupha. Je l'ai rencontré il y a 15 jours. La chance avec la Sana. J'ai discuté avec Cut Killer il n'y a pas longtemps, avec Joey Star. Quelques échanges avec DJ Snake. Moi, je pensais jamais un jour dans mon parcours de chef d'orchestre discuter avec ces personnes-là. Et en fait, en discutant avec ces grandes personnalités du rap, on se rend compte qu'ils ont tous été influencés, ils ont tous aimé
du jazz, de la pop, de la funk, de la musique classique. Donc en fait, leur cheminement, tout le cheminement qui a amené au hip-hop aujourd'hui, il vient pas de nulle part. Alors il y avait évidemment cette contestation, il y a des messages aussi, et je trouve que la musique, elle est avant tout, et moi je me sers aussi de la musique pour arriver à quelque part à porter des messages. Alors pas forcément donner des leçons de morale, mais aujourd'hui, c'est vrai que mon rôle de chef d'orchestre, c'est de partir du passé, à partir d'œuvres du passé. Bah, moi j'aime bien continuer à transmettre, c'est mon rôle de transmettre ces œuvres. Continuer à les transmettre, mais aussi de les mettre en regard avec des sujets qui nous concernent aujourd'hui. Bon, ben voilà, quand on s'interroge de qu'est-ce que c'est être français aujourd'hui, du vivre ensemble, et ben moi j'aime bien, par exemple, montrer, faire des concerts de musique française, et les plus grandes œuvres de la musique française, et de montrer par contre aussi d'où elles viennent, des origines d'Espagne, d'Italie, d'Afrique du Nord, d'Asie et autres, et d'amener aussi le public à découvrir ces musiques-là, pas juste sous l'angle du regard du compositeur français, mais aussi donc là, le dernier disque que j'ai sorti qui s'appelle Bacchanal, bah, c'est les œuvres de Camille Saint-Saëns, de ses voyages en Méditerranée, mais je vais faire découvrir aussi les musiques d'Algérie qu'il a entendues et qui l'ont amené à composer certaines œuvres qui sont aujourd'hui les plus jouées dans le monde. Et donc, moi, ce que j'ai envie, alors hip-hop symphonique, c'est top, mais moi, ce que j'ai envie maintenant aussi, dans mon métier de chef d'orchestre, je dirige plein de grandes œuvres classiques, mais aussi d'arriver à interroger ça et de travailler avec des grands artistes justement du hip-hop et de les amener d'amener le public aussi à découvrir ces musiques qui les ont inspirés, de les jouer avec orchestre, de retravailler certaines de leurs musiques en intégrant la musique classique et leur courant à eux. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire et heureusement, et je pense que dans notre milieu musical, enfin, en tout cas moi, ma vision de la musique et les personnalités des cultures urbaines, ce que je vois à chaque fois, que ce soit autour de la danse, du graphe, j'ai travaillé avec eux, tout le monde en fait est curieux, tout le monde est ouvert, tout le monde a envie de bosser. Donc en fait, les cases dans lesquelles on veut nous mettre, c'est les institutions qui les mettent. Et donc du coup, voilà, donc il y a ce projet hip-hop symphonique, mais je pense qu'aujourd'hui, avant tout, il y a une volonté de plein d'artistes et qu'aujourd'hui, peut-être plein d'artistes qui s'autorisent encore plus, et je me mets dedans, à dire, en fait, non, ces cases, elles ne nous conviennent plus. Et voilà, maintenant, on veut faire la musique. Moi, faire de la musique symphonique, c'est aussi la faire comme ça. C'est aussi la mettre en lien avec le sport, avec les cultures urbaines, avec l'inclusion, le monde du handicap, l'égalité entre les femmes et les hommes. Je trouve que, en fait, notre musique, elle doit être en lien avec les sujets qui nous concernent aujourd'hui. Et je pense que peut-être particulièrement le monde de hip-hop, du coup, c'est aussi un peu leur univers de s'emparer de ces sujets-là et de s'exprimer là-dessus aussi. Un ancien Premier ministre disait, c'est pas la rue qui gouverne, mais dans la musique quand même, ce sont les artistes qui gouvernent finalement. Et vous avez dit, au-delà des institutions, finalement, ce sont les artistes qui peuvent justement sortir de leur cadre respectif pour créer des ponts. Là, ça a quitté en quelques mots, justement, qu'est-ce que vous pensez de ces mélanges possibles, de ces mix possibles, de cette ouverture possible, plus du côté justement du rap ou du hip-hop vis-à-vis d'autres styles de musique? Moi, je vais être un tout petit peu dur parce que autant je suis complètement d'accord avec ce que dit Zaya et même je trouve que la démarche hip-hop symphonique elle est très bien et encore une fois il faut le faire. J'ai juste peur que ça devienne, en fait j'arrive pas à comprendre que ça devienne aussi événement le fait de mélanger l'hip-hop et le symphonique. Comme le dit Zaya, les artistes rap en fait alors écoutent beaucoup de symphonique, en fait ils écoutent de la musique et j'ai peur que quand on fait un hip-hop symphonique, on se dit qu'on fait un truc d'exceptionnel. Faut pas que ça devienne exceptionnel. J'aime pas prendre l'exemple des États-Unis parce qu'on est vraiment pas dans la même culture et dans la même démarche, on va dire. Mais des artistes qui font des artistes rap qui font des événements, des concerts avec un orchestre symphonique derrière eux, ça existe depuis des années. J'ai l'impression que nous ici, quand on le fait, c'est wow. C'est un peu, regardez ce qu'on a fait, on a fait un truc de ouf. On n'a pas fait un truc de ouf, on a rassemblé deux musiques qui se côtoient en vérité, parce que c'est des musiques qui se côtoient depuis des années, et on en a juste fait un événement, et on a pris des grands artistes qui ont décidé de s'ouvrir à un moment, et de le faire de cette manière. Après, moi, je me permets de dire ça parce que nous, avec Youssoupha, on est en tournée avec un orchestre symphonique et un chœur gospel. Et en fait, la démarche, elle n'était pas de dire venez, on fait un truc que les autres ne font pas. La démarche était plutôt de dire en fait, on aime cette musique-là, et venez, on fait un concert avec le mélange des deux. Mais on était vraiment pas dans la démarche de dire regardez nous ce qu'on fait, on prend un orchestre symphonique et on fait un truc. Alors oui, c'est très bien, mais le hip-hop symphonique, quand ça a commencé, c'était c'était un défi. Et en fait, moi j'ai peur qu'à chaque fois, alors je pense pas parce que ça va pas dans ce sens-là, mais
mais que ça devienne un défi et que quand on le fasse, on dit voilà, regardez ce qu'on a réussi à faire. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais c'est très, en fait, la musique, c'est tellement naturel. Ça se fait tellement de manière naturelle. C'est demain, je sais jouer du violon ou pas. J'ai l'envie ou j'apprends à jouer du violon. Je sais rapper ou pas. J'ai l'envie ou pas de l'apprendre. Faut pas que si demain j'apprends à jouer du violon, eh ben je dis hey, c'est exceptionnel. Regardez, je suis un jeune noir en France et puis je joue du violon. C'est naturel, il ne faut pas qu'on le mette comme si c'était un exploit et qu'un jeune, je sais pas, un jeune de quartier qui joue du violon, c'est quelque chose qui normalement n'aurait pas dû arriver. Non, c'est faux. Je reviens un peu sur le truc de tout à l'heure, sur le jeune TikToker qui disait que regardez, on me mettait que dans le foot et dans le truc. En fait, avant c'était vrai, maintenant c'est plus trop vrai. C'est un peu une excuse. Parce qu'en fait, des personnes comme Zaya ou bien comme Magali et Canal 93 qui vont vers qui vont vers la musique symphonique, etc. Ben aujourd'hui, il y a plein d'accès pour le faire et en fait, faut juste avoir envie de le faire. Voilà. Et ben ça c'est un message en tout cas qu'on voulait faire passer, la curiosité effectivement, et l'avantage aujourd'hui c'est qu'avec les réseaux notamment on n'est plus enfermé comme on pouvait être avec la découverte via les radios par exemple, comme c'était le cas très souvent auparavant. En tout cas vous avez entendu les témoignages de Zaya, de Magali, de Lassana. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas bien sûr dans le chat, dans les commentaires bien évidemment, sur Facebook et sur YouTube. Avant de se quitter, deux petits mots quand même d'actualité, et là je vais me baser sur vous et sur votre connaissance de la scène musicale, notamment pour donner un bon plan chacun à propos de la fête de la musique, parce que ça arrive le 21 juin prochain, c'est le moment où on passe officiellement à l'été, même s'il fait déjà beau, en tout cas c'est le cas dans une bonne partie de la France, mais c'est ce qui permet aussi de brasser tout type de musique justement. On parlait de musique urbaine, on parlait de musique classique, on parlait du rock, on peut parler de la pop, etc. Finalement ça draine tout type de musique. Alors je vais le faire dans ce sens-là avec Zaya. Est-ce que vous avez un bon plan à recommander à tous ceux qui nous suivent ? Oui, bien sûr, pour moi c'est un excellent bon plan parce que le 21 juin, donc à 18h30 donc à Stein, dans le cadre du partenariat que j'ai avec mon académie et le conservatoire de Stein, il y a un super concert avec des jeunes talents justement de ce département. Alors oui, il va y avoir plein de styles de musique, il va y avoir une grosse partie autour des grandes œuvres du répertoire symphonique et que des œuvres qui sont très punchy, avec beaucoup d'énergie, qui justement sont dans l'esprit festif de la fête de la musique, avec des œuvres de Saint-Saëns, de Tchaïkovski et autres. Et il y aura plein d'autres styles de musique, il y aura aussi du jazz, voilà, donc des musiques du monde. Donc en fait, voilà, j'ai envie de dire, allez découvrir les jeunes talents de la Seine-Saint-Denis à Stein, le 21 juin à 18h30, et franchement, il y aura de quoi faire plaisir à tout le monde. Un bon plan à Stein pour Zaya. Lassana ? Ça va être dur. Pas Parce facile, que moi, la fête de la musique, je serai à Abidjan avec Youssoupha. On fait un concert acoustique avec le chœur gospel, un violoncelle et le piano. Donc j'invite les gens à aller sur les réseaux sociaux. Maintenant le monde est ouvert, mais donc ouais, j'ai pas vu ce qu'il y avait ici. J'ai envie de dire les bons plans aujourd'hui, ils se trouvent sur les réseaux sociaux. Il y a les villes organisent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses pour la fête de la musique. Il faut aller, il faut aller sur les sites des mairies, regarder un peu tout. J'ai pas de bon plan même. Le bon plan, c'est de chercher à trouver ce jour-là à fêter la musique. Sur le réseau, dans la rue aussi, parce que finalement il suffit de sortir dans la rue parfois et de tomber sur un concert au hasard. Tout à fait. Et ça c'est une très bonne chose, que la fête de la musique ait lieu quand même, une initiative lancée dans les années 80 et qui est devenue un succès français mais également mondial. Il y a un autre événement également, et on va terminer avec ça, c'est la Biennale. Alors Magali avait peut-être un bon plan en fête de la musique d'abord. Ouais, fête de la musique, Canal 93, on organise quelque chose forcément. D'abord on organise le 17 juin, ça rejoint le sujet d'avant, un concert qui s'appelle Brassens en Afrique. Ça a lieu ici à Canal. C'est un projet qui a été travaillé par un artiste qui s'appelle Christo Nompubi avec les centres de loisirs de Bobigny pour revisiter les chansons de Brassens avec des rythmes Bikutsi, d'Afrique centrale. Ça va être très beau, et des percussions corporelles aussi. Donc le 17 juin ici. Et après le 21 juin, on a la chance d'avoir en ce moment une MAD Masterclass, parce que le MAD 93, c'est le réseau des salles et des lieux de musique
musique actuelle du 93. Et donc, ils organisent des masterclass qui nous permettent d'avoir des grands artistes gratuits qui font des masterclass ici. Et donc, on a une très belle masterclass avec un maître de la kora du Burkina Faso qui s'appelle Kantala et qui organise chaque année d'ailleurs un festival au Burkina et qui a organisé une masterclass qui s'appelle Entre cordes et kora. Et Entre cordes et kora, c'est l'invitation à des violoncellistes, des guitaristes de dialoguer avec la kora. Ça se passe ici. Le 10 juin, ça a commencé. Il y a le 17 juin. Et ils seront sur la place Rabin Arafat, donc en plein centre, la place de la mairie de Bobigny. Ils joueront du coup le 21 juin, juste avant Fanfaraille. Voilà, donc... Et juste après ça, il y juste aura la après Biennale, justement. C'est vrai. Donc fin juin, début juillet, la Biennale, si je dis pas de bêtises, la Biennale interculturelle, c'est la première édition. Ouais, exactement. J'ai tout bon. Alors, en quelques mots, en quoi ça consiste finalement? Alors, nous, Canal 93, on programme essentiellement la grande scène et des scènes danse pendant cette biennale interculturelle de la Seine-Saint-Denis. C'est une initiative qui a été lancée par le département, donc qui va se dérouler sur tout le territoire, mais principalement samedi au Parc de la Bergère à Bobigny et dimanche entre Aulnay-sous-Bois et plusieurs stades, je crois, où il y a une Coupe du Monde des quartiers du 93 et une grande table géante entre Saint-Ouen et Saint-Denis. Et donc du coup, nous à Canal, on a eu la chance, avec là encore le MAT 93, de pouvoir programmer la grande scène. Ils nous ont dit qu'est-ce qu'on peut faire d'interculturel. Nous, on s'est dit, on va pas faire du folklore, on va ramener toutes les musiques du monde parce que 130 nationalités en Seine-Saint-Denis, ça aurait fait quand même un gros plateau. Et on aurait forcément dû privilégier plus d'un que d'autres. Donc ce qui représentait pour nous le mieux cette hybridité, si je peux dire, cette interculturalité de notre territoire, c'est sa jeunesse, puisqu'on est aussi le territoire le plus jeune de France. Et donc, on a proposé un plateau 100% hip-hop 93 avec les artistes les plus écoutés, je pense, du moment dans la France entière et qui viennent de notre territoire. Et qui, donc, par exemple, comme artiste? Alors, on aura donc la jeune Naira qui est en train d'exploser, qui vient de Saint-Denis. On aura... C'est chez moi, ça tombe bien. Ouais. On aura Sadek, Neuilly-Plaisance. On aura Stavo du collectif 13 blocs à Sevran. On aura aussi le Sevranais Calage Criminel. Donc ça, c'est la tête d'affiche aussi. On aura donc des artistes plus émergents comme 47 Méo, qui est une jeune odonienne qui a été nommée aux Inouïs du Printemps de Bourges. Il y aura aussi Lilis de Montreuil et L'Usine, qui est un collectif de rappeurs de Montreuil. Sur un créneau plus rap engagé. Il y aura aussi un collectif de DJ qui s'appelle Kitamanda, composé de DJ de Seine-Saint-Denis, Montreuil et Saint-Denis, du collectif Metec et la Familiale. Et il y aura Mekolo Biligui, qui est une journaliste qui va officier comme maîtresse de cérémonie de ce plateau. Tout au long de la journée, on aura aussi des scènes danse. Parce que là, on a parlé de musique, mais il y a aussi la danse qui n'est pas codifiée, qui s'invente, qui se crée. Donc, on aura des ateliers d'initiation au Bhangra. Le Bhangra, c'est la danse du nord de l'Inde, du Pendjab, qui est beaucoup revisitée aujourd'hui par les nouvelles générations des diasporas en Angleterre et aussi ici au nord-est de la Seine-Saint-Denis. Donc, Bhangra hip-hop, Bhangra danse latine. Donc, ça sera animé par une jeune fille de Drancy. Il y aura un atelier de Ndombolo par Isra Betty de Sevran. Dombolo, danse d'Afrique centrale, et un atelier d'afro-dance par Kylian MKZ, qui est aussi notre prof de danse à Canal 93. C'est un gros programme, en tout cas. C'est un très très gros programme. Donc ça, c'est fin juin, c'est ça, 29 juin, 1er juillet. Une parade avec des fabriques orchestrales portées par Ville des musiques du monde qui va irriguer, qui va venir de tout le territoire. Enfin voilà, je pense que la musique va être à l'honneur. En tout cas, on va clamer haut et fort cette interculturalité du département de la Seine-Saint-Denis. En tout cas, il y aura de quoi faire en tout cas dans les prochains jours. Merci beaucoup Magali Fricaudet de Canal 93. Merci de nous avoir accueillis. Faut réserver par contre pour également le concert. La jauge est limitée à 10 000 places. Donc allez sur le site de Biennale Multitude. C'est bien de le signaler. Merci beaucoup la Sadia Kité. Merci beaucoup Zaha Ziwani. Merci à vous trois en tout cas pour vos témoignages sur cette 3e émission de Y'a pas que la street que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur YouTube, via InScène Saint-Denis, via Samara Facilities. Mon nom est Karim Baldé. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles discussions encore plus intéressantes. Ciao.